On a filmé des choses en 3 dimensions, qu'on rend à nouveau plates, et vous vous retrouvez, vous êtes solitaire quand vous travaillez d'habitude dans votre travail de dessinateur, de peintre, d'illustrateur, et là vous êtes inséré dans un ensemble, une autre volonté. C'est tout ça voilà, sur lesquels on se pose des questions et qu'on aimerait bien avoir votre témoignage. Ce n'est pas... Enfin, c'est... Le travail reste essentiellement le même, le but est très différent. Et je crois que le passage du 2D au 3 n'en est pas un véritablement, puisque pour réussir un dessin sur une feuille où c'est plat, il faut quand même que le troisième, la profondeur, soit convaincant, sinon le dessin ne marche pas. Puis là, en l'occurrence pour les films, on s'est inséré dans une équipe à taille variable, puisque au départ, le département artistique sur un projet comme ça est très petit. C'est 4 ou 5 personnes. Ensuite, ça gonfle à plusieurs centaines lorsque la production commence. Et là, on court, puisqu'il faut dessiner suffisamment vite pour rester en avance des équipes de tournage. Une fois que le tournage est terminé, et en post-production, là, on était 1300. Donc là, c'est encore un gros boulot au niveau artistique, mais c'est quand même bien cadré. Donc on sait plus ou moins dans quoi on se lance, et on apprend très vite. Hein. Là, en fait, très souvent, un metteur en scène, je n'en connais pas beaucoup, mais à son univers, a déjà créé dans la tête son univers graphique, ses codes, les images qu'il veut. Vous, ça a été un petit peu il y a quelque chose qui s'est joué un peu dans l'autre sens. On vous a appelé sur les images que vous aviez faites. C'était un peu l'avantage de ce projet, c'est qu'une partie du travail d'approche existait déjà. Bon, c'est clair qu'avec un roman, c'est à la fois plus facile et plus difficile pour un metteur en scène, puisqu'il y a le roman qui le guide, mais il y a aussi le roman qui va forcément trahir d'une certaine manière, puisqu'une transposition directe roman-écran est impossible. Donc le metteur en scène est obligé de faire une réinterprétation et des choix qui appartiennent à l'adaptation cinématographique. Et nous aussi, à la limite, on était poussés constamment à faire plus grand, plus profond, plus détaillé, plus poussé. Je voulais vous demander, là, vous étiez deux sur... vous avez travaillé avec Alan Lee. Oui, mon collègue Alan Lee, que je salue au passage, alors que c'est dommage je pense qu'il est de retour en Angleterre. Oui. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir à une journée comme aujourd'hui. Je crois que vous auriez eu beaucoup de plaisir à le rencontrer. C'est quelqu'un qui est à la fois charmant et d'une grande profondeur, d'une réflexion toujours très pointue sur les choses. Et puis quelqu'un avec qui j'ai passé plus de 7 ans à travailler sur les 6 films. Mais je suis contente qu'on en parle parce que nous l'avions rencontré aussi, et c'est vrai que c'était un petit peu ce qu'on aurait aimé, mais bon, c'était compliqué de vous réunir. On ne désespère pas de le refaire une autre fois. Hein. Mais comment ça se passe en pratique? Parce que deux talents, deux personnalités, 2 œuvres déjà réalisées, et vous vous fondez dans un film. Ça a été simple ou ça a été compliqué? On fait ça au bras de fer, comme ça. Oui, je vous vois très bien tous les deux. Oui, Alan particulièrement, qui est très violent. Oui, absolument. Non, les choses se partagent de façon très naturelle. C'est clair qu'il y a une étape au départ, surtout quand on travaille en pré-production, où il faut offrir au metteur en scène un grand maximum d'options. Et c'est là qu'on sort de tout un tas d'idées, parmi lesquelles Jackson va choisir. Puis ensuite, cette idée nous appartient à tous. Et on approfondit, on avance. Très très souvent, un environnement qui a été créé par Alan Lee
c'est moi qui en ai hérité en post-production, et l'inverse. Donc c'était une sorte de partage un peu symbiotique comme ça, mais ce qui s'est fait de façon très naturelle. Oui, il est évident qu'à l'écran, pour nous, ça se passe admirablement. Oui, d'ailleurs, vous pourrez faire le concours à la fin en regardant les portraits des acteurs au générique pour savoir qui a fait quel portrait. On devrait offrir un dîner à la personne qui aura tout juste. Qui s'approchera le plus. Voilà. Écoutez, alors, vous me disiez combien d'années donc sur les films? Donc on n'est pas resté aussi longtemps que sur le Seigneur des Anneaux que sur le Hobbit, mais en tout facilement 7 ans, oui, passé 7 ans. 7 ans. Et on sort du monde à ce moment-là? D'autant plus que c'est déjà la Nouvelle-Zélande n'est pas vraiment de ce monde non plus. Il y en a très central. Oui, il y en a dans la salle qui ont déjà été. Je vois quelques mains qui se lèvent. On est d'accord que c'est un pays extraordinaire. Ils ont dit oui. Oui. Non, c'est très étonnant puisque, de nouveau, c'est le bonheur du hasard. C'est que ces films, on aurait pu les faire aux États-Unis, on aurait pu peut-être les faire en Europe, mais c'est un hasard complet qui les a envoyés en Nouvelle-Zélande. Et puis finalement, la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est un pays qu'on ne connaissait pas très bien il y a 20 ans. Et maintenant, tout le monde sait où ça se trouve, tout le monde sait que les films ont été faits là-bas. Donc ce pays est arrivé sur la scène mondiale avec une mythologie entière, puisque les gens vont là-bas en pèlerinage, ils vont aller voir les lieux où les choses ont été tournées. Et on croise souvent des groupes, des bus qui envoient des groupes de touristes qui font des grands tours de la Nouvelle-Zélande. Et c'est presque des pèlerins, c'est très étonnant. Alors que c'est un hasard complet. Mais quand on y a passé un peu de temps, on se dit, mais quelle chance que ces deux îles qui sont un peu hors du temps, d'un point de vue géologique, aient pu servir de fond à ce récit qui est aussi hors du temps. Donc on est dans un paysage qui est à la fois familier, mais lorsqu'on regarde un peu plus près, on se rend compte que non, c'est pas l'Europe, on est complètement ailleurs. C'est très étonnant. Donc c'est exactement comme ce que voulait faire Tolkien de ses livres, pour le nourrir de tout un tas de traditions européennes, mais que ça ne se voit plus, que ce soit autre chose, un autre monde. Je crois qu'on ne mesure pas ce qui aurait pu se passer si Jackson n'avait pas eu le projet. Je crois que ça aurait été très différent. Il faut dire que là-bas, il a une sorte de... La Nouvelle-Zélande est une sorte de toile quasi à l'état naturel, quasi vierge. Donc tous ces décors spectaculaires qu'ils ont construits, je pense en particulier à Edoras, c'est dans un lieu où en Europe il y aurait eu un château fort là depuis le VIe siècle et on n'aurait jamais pu trouver un paysage semblable. Donc c'était le bonheur de pouvoir investir ce paysage de cette mythologie transposée et de marier les deux dans une sorte d'élan de la production. Je ne vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. Alors, à part quelques rares endroits où on imagine, parce que les lecteurs, nous qui voyageons, mais pas forcément en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il y a quelque part dans les hautes terres d'Écosse ou quelque part dans le milieu de l'Islande, quand même, on retrouve... c'est plus que retrouver, je crois qu'on sent, on perçoit en soi que c'est là, que c'est comme ça, que même l'air qu'on respire devait être comme ça. Oui, absolument. Et puis on s'est beaucoup inspiré évidemment des paysages de la Nouvelle-Zélande pour toute la partie numérique, mais aussi on a pu injecter des petites choses qui nous appartiennent. Donc vous verrez le lac de Neuchâtel, vous verrez énormément de détails qui sont pas très loin de là où on habite en Suisse. C'est un peu
Oh, c'est un peu le hasard, mais ça donne toujours une certaine densité à l'entreprise.